Donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la neuromodulation dans les troubles de personnalité. Alors il faut savoir que c'est vraiment un sujet qui est très émergent dans la littérature. On est vraiment au tout début, aux prémices de l'utilisation des techniques de stimulation cérébrale dans les troubles de personnalité. Alors je vais vous refaire ma première diapo introductive. Qu'on va plutôt appeler les tout débuts de la neuromodulation et en particulier dans le trouble de la personnalité borderline. Alors je vais surtout vous parler de ça tout simplement parce que aujourd'hui il n'existe pas grand-chose d'autre sur d'autres troubles de personnalité. Donc on va se concentrer sur le trouble de personnalité borderline. Je vais passer très vite là-dessus puisque je crois que vous êtes tous déjà très informés sur la question, donc des critères DSM-5 du trouble de la personnalité borderline, sentiment d'abandon, instabilité dans les relations, instabilité dans l'image de soi, forte impulsivité, comportement suicidaire ou autodommageable, idées paranoïaques, dissociation, instabilité émotionnelle, sentiment chronique de vide et colère, parfois inappropriée. Ce qui va être surtout intéressant pour nous, ça va être qu'on peut regrouper ces symptômes en différentes dimensions. Donc la dimension des instabilités dans les relations interpersonnelles, les perturbations cognitives ou perturbations du soi, l'impulsivité sous toutes ses formes et la dysrégulation émotionnelle et l'instabilité affective. Donc justement, on va voir les études et le peu d'études qui ont déjà été faites sur ce sujet-là et on va voir quelles sont les dimensions sur lesquelles on peut venir jouer avec les techniques de stimulation cérébrale. Donc, avant d'aller plus loin, juste un petit mot sur les bases cérébrales du trouble de la personnalité borderline. On a besoin d'avoir quelques hypothèses sur le fonctionnement et le dysfonctionnement au niveau du cerveau pour sélectionner les cibles qu'on va venir cibler avec justement les techniques de neuromodulation. Donc, ce qui ressort actuellement dans la littérature par rapport aux troubles de personnalité borderline, c'est l'existence d'un réseau frontolimbique qui est dysfonctionnel, avec en particulier une hypoactivité au niveau des régions préfrontales et à l'inverse une hyperactivité des régions limbiques. Alors je vous ai donc voilà, tout ça qui est bien sûr impliqué dans la régulation du contrôle émotionnel et dans les comportements impulsifs qu'on retrouve chez les patients. Donc, je vous ai mis juste des études pour illustrer ça voilà, de manière assez simple. Ici, vous avez une tâche de go-no-go, donc une tâche qui permet d'évaluer l'impulsivité. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, donc ici, il y a 86 patients et ici, il y a 83 sujets contrôle. On voit que chez les patients, c'est bleu, ici c'est jaune, ça veut dire que tout simplement c'est hypoactivé lorsqu'on fait une tâche qui nécessite de réguler ses réponses motrices et donc qui met en jeu l'impulsivité qu'on rencontre chez les patients. Donc on voit bien ici cette hypoactivité des régions préfrontales. De l'autre côté, une étude un petit peu ancienne, mais c'est juste aussi pour vous illustrer ces bases cérébrales dans le trouble de la personnalité borderline. Donc, c'est une étude ancienne en IRMF où on présentait des visages émotionnels aux patients, donc avec différentes émotions. Et ce qu'on voit bien sur cette image, donc en haut vous avez les contrôles et en bas vous avez les patients, on voit bien cette hyperactivité ici au niveau par exemple de l'amygdale, donc de régions sous-corticales du réseau limbique. Donc hypoactivité des régions préfrontales, hyperactivité des régions limbiques. Au niveau des traitements existants, donc la présentation précédente était assez claire là-dessus. En première ligne, c'est plutôt la psychothérapie et ensuite, bien sûr, tout l'armement traitement pharmacologique et bien sûr la combinaison entre les deux. On a vu que c'est quand même pour l'instant pas tout à fait suffisant pour ce qu'on peut faire pour les patients. Donc bien sûr, on a besoin d'approches thérapeutiques innovantes et complémentaires en plus de tout ce qui existe déjà pour le trouble de la personnalité borderline. Donc j'en viens donc au vif du sujet, qui sont les différentes techniques de neuromodulation. Donc je ne sais pas si vous êtes des connaisseurs, des utilisateurs aguerris de ces techniques-là. Donc je vais vous les expliquer brièvement, puis si jamais on peut en rediscuter après. Donc je vais vous parler de deux grandes familles de stimulation cérébrale. La première, qui est probablement la plus connue, puisque la plus utilisée et la plus ancienne, on va dire, aussi en contexte de psychiatrie, qui est la stimulation magnétique transcrânienne.
Donc c'est une technique où on utilise une bobine de stimulation comme ça qui est faite en cuivre. On envoie un courant électrique qui va venir générer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, en fait, il va venir à son tour créer un courant électrique secondaire. Et comme on est positionné sur le cerveau, qui est conducteur, on vient en fait activer les neurones qui sont placés sous la bobine de stimulation. On vient dépolariser les neurones sous la bobine de stimulation. Donc tout ça, c'est non invasif, c'est non douloureux pour le patient. La technique de stimulation magnétique transcrânienne, on peut l'utiliser pour plein de raisons. La première raison, vous avez illustré ici une stimulation simple. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on applique la stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex moteur. On vient activer les neurones du cortex moteur et on peut, par exemple, venir enregistrer les petites contractions qu'on va évoquer au niveau de la main contralatérale au cortex moteur qu'on a stimulé. Donc ça permet d'avoir, par exemple, des biomarqueurs dans certaines pathologies. Mais ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui, c'est l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne de manière répétitive. Donc c'est ce que vous avez illustré ici. En fait, on vient appliquer des trains de stimulation. On peut faire varier la fréquence, on peut faire varier l'intensité, on peut faire varier l'intensité de ces stimulations. Et l'idée ici, c'est vraiment de venir induire des mécanismes de plasticité synaptique. Donc on est capable d'induire des phénomènes de plasticité à long terme, des pressions à long terme, donc faire en sorte qu'une région fonctionne mieux. Donc une région qui ne fonctionnerait pas assez, on fait en sorte qu'elle fonctionne mieux. Et inversement, une région qui fonctionnerait un peu trop, qui serait hyperactive, on est capable, à l'inverse, de diminuer son activité. Donc bien sûr, dans un cadre thérapeutique, on a besoin de répéter le nombre de sessions pour que les effets perdurent sur le long terme. Deuxième grande famille de stimulation cérébrale non invasive, c'est ce qu'on appelle les stimulations électriques transcrâniennes. Donc il en existe plusieurs types. La plus connue, c'est la stimulation électrique à courant direct, la TDCS. Il y a aussi à courant alternatif, il y en a plein de sortes, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur la TDCS justement. Donc comment est-ce que ça fonctionne cette technique ? Eh bien on utilise deux électrodes ici qu'on applique sur la tête du patient. Donc en fait on a une anode qui a une polarité positive et une cathode qui a une polarité négative. Et en fait c'est un petit peu la même chose sur le principe que la RTMS. Simplement ici la grande différence c'est qu'on ne vient pas induire des potentiels d'action, mais plutôt jouer sur le potentiel membranaire de la zone qu'on vient stimuler. Donc pareil, on est capable d'augmenter ou de diminuer ce potentiel membranaire et donc le fonctionnement en dessous de la zone qu'on stimule. Et on est capable d'induire des mécanismes de plasticité synaptique. Donc voilà pour les grandes lignes de ces techniques de neuromodulation. Donc bien sûr, ici vous avez illustré ce qui est utilisé le plus fréquemment en contexte clinique dans la littérature, mais ça tend à se développer cette technique de TDCS. Maintenant, on a des hautes définitions. En fait, on a vraiment un nombre d'électrodes très important, ce qui nous permet d'être un petit peu plus fin sur les zones qu'on veut venir activer, qu'on veut venir stimuler. Ça, c'est très récent, c'est pas encore utilisé dans beaucoup de protocoles cliniques, mais ça tend à le devenir. Alors, pour la suite de cette présentation, je vais me baser sur une revue de la littérature qui est la plus récente qui existe actuellement, où les auteurs ont répertorié les différentes études existantes sur l'utilisation de la neuromodulation dans le trouble de la personnalité borderline. L'avantage de cette étude et du domaine, c'est que justement, comme je vous l'ai dit, c'est encore vraiment le tout début, il y a peu d'études, donc on va pouvoir prendre le temps de regarder ces études un peu plus en détail. Donc juste un petit point quantitatif de ce qui existe pour le moment. Donc c'est de 2022, mais depuis, je n'ai pas connaissance de nouvelles études. Donc depuis 2022, si on regarde les symptômes spécifiques aux troubles de la personnalité borderline, on a 3 essais randomisés contrôlés en RTMS, un essai non randomisé contrôlé, non contrôlé, 3 séries de cas et 2 études de cas. Donc vous voyez, c'est quand même relativement limité. Et bien sûr, on a aussi des études qui s'intéressent plutôt aux symptômes associés aux troubles de la personnalité borderline, et en particulier la dépression, tout simplement parce que l'utilisation de la RTMS dans la dépression, c'est quelque chose qu'on connaît bien mieux, qui est plus utilisé, qui est beaucoup plus documenté dans la littérature. Donc ça explique un petit peu pourquoi cette dimension-là est ciblée dans les études avec de la neuromodulation. Donc un essai randomisé contrôlé, une série de cas et une étude de cas.
Et puis toujours pour continuer d'un point de vue plutôt quantitatif, concernant cette fois-ci la TDCS, donc stimulation transcrânienne à courant continu, on a 4 études randomisées contrôlées, une série de cas et une étude de cas. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'ensemble de ces études viennent cibler vraiment des dimensions spécifiques aux troubles de la personnalité borderline. Alors, donc, je vais vous présenter ces études-là assez rapidement, puis surtout vous montrer à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on utilise ces techniques de neuromodulation pour venir améliorer les symptômes chez les patients avec un trouble de la personnalité borderline. Donc, la première étude qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est une étude qui date de 2014, donc c'est quand même relativement récent, du professeur Lionel Caillol, qui est un psychiatre à Montréal. Donc dans cette étude, vous voyez, on est vraiment sur un nombre de sujets qui est très limité, donc 9 patients inclus, 5 patients dans le groupe actif, 5 patients dans le groupe placebo. Donc c'est une étude dans laquelle c'est le cortex préfrontal dorsolatéral droit qui a été ciblé. Et comme on peut le voir, on est sur de la haute fréquence. Donc l'idée, c'est de venir activer, renforcer l'activité au niveau de ce cortex préfrontal dorsolatéral droit qui est hypoactif dans le trouble de la personnalité borderline. Et ici, on avait 10 sessions de stimulation, donc une session par jour sur 10 jours. Donc voilà. Juste un petit mot, si vous ne connaissez pas trop ces techniques de neuromodulation, on a plusieurs possibilités pour la condition placebo. Ce qui était utilisé avant, c'est ce qu'on voit ici. En fait, simplement, à la place de poser la bobine sur la tête, on la met à 90 degrés et on induit le courant exactement de la même façon que pour le groupe actif. Simplement, on est trop éloigné de la surface du crâne, donc il ne se passe absolument rien dans le cerveau. Maintenant, on utilise des bobines particulières pour les stimulations placebo. C'est exactement les mêmes bobines que pour les conditions actives, mais dans la bobine, il y a une petite plaque qui fait qu'on isole en fait le courant. Donc le bruit est le même, le patient a la bobine sur la tête, mais il n'y a aucun courant qui passe la surface du crâne. Alors, dans cette étude, la question était de voir si on est capable d'améliorer la symptomatologie clinique dans le trouble de la personnalité borderline, donc avec un index de sévérité globale de la pathologie. Et ils sont également allés regarder si on avait une amélioration au niveau des fonctions exécutives avec le test de la Tour de Londres, donc qui regarde plutôt les capacités de planification, et également si on était capable d'améliorer l'impulsivité et la prise de risque avec le test de la balloune. Donc vous savez, on gonfle un ballon pour une somme d'argent et puis au bout d'un moment, il explose. Donc ça permet d'évaluer justement cette prise de risque. Donc concernant le résultat principal, qui était la sévérité de l'index de sévérité de la pathologie, dans cette étude, au final, on avait 30% de répondeurs, 30% 2 sur 5 répondeurs dans le groupe actif. Donc les répondeurs, c'est 30% de réduction sur l'échelle de la sévérité. Et un patient sur 4 pour le groupe placebo. Ils ont également reporté une amélioration de la performance pour le test de la Tour de Londres uniquement pour le groupe actif. On n'observait pas cette différence pour le groupe placebo. Et pas de différence au niveau de la mesure correspondant à l'impulsivité, à la prise de risque. Donc, dans cette étude-là, la première étude sur un faible nombre de patients, on a uniquement une amélioration de la sévérité globale de la pathologie et des fonctions exécutives, et en l'occurrence des capacités de planification. Donc on continue une étude un peu plus récente avec un nombre de patients un peu plus important, donc 29 patients qui ont été inclus. Ils ont été séparés en 2 groupes, ces patients. Il y a, pour la moitié de ces patients, ont reçu une stimulation au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche qui vise, donc haute fréquence, qui vise à augmenter l'activité. Et à l'inverse, pour le deuxième groupe de patients, on stimule de l'autre côté, donc à droite, et c'est l'inverse, on essaye de venir réduire l'activité de ce cortex préfrontal dorsolatéral droit. Donc en fait, tout ça, ce sont des protocoles qui sont utilisés dans la dépression. On a une débalance interhémisphérique au niveau des activations préfrontales dans la dépression. C'est pour ça que ces auteurs-là ont repris ces protocoles. Et on avait ici 15 sessions, toujours à une session par jour. Donc voici les mesures qui ont été faites dans cette étude, donc avant et après stimulation. Toujours essayer de voir une amélioration globale des symptômes liés à la personnalité borderline, donc l'échelle CGI.
Également le Borderline Evaluation of Severity Over Time, donc la BEST, une mesure de l'impulsivité avec la BARAT et une mesure de la sévérité de la dépression avec la BDI. Donc voici les résultats obtenus. Il y avait bien une diminution significative de la CGI, une réduction également du score total de la BEST, une réduction de la BIS. Donc on est bien capable de venir réduire l'impulsivité et également une diminution de la dépression avec une réduction du score total de la BDI. À noter que dans cette étude, que ce soit le groupe de patients chez qui on a augmenté l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral gauche ou à l'inverse diminué à droite, on n'a pas de différence entre les groupes. Donc finalement, ça a autant marché d'un côté que de l'autre. Une autre étude assez similaire, avec cette fois-ci toujours un peu moins de 30 patients, 14 patients dans le groupe actif, 14 patients dans le groupe placebo, mais avec une cible qui diffère un tout petit peu. Donc on est sur le cortex préfrontal dorso-médian ici, donc un tout petit peu plus haut que la cible qu'on a vue jusqu'à présent. C'est aussi une région qui est impliquée dans notamment la régulation émotionnelle et la prise de décision. Donc c'est pour ça qu'elle est ciblée ici dans cette étude. Et 15 sessions au total pour les patients ici. Donc c'est toujours assez similaire au niveau des mesures qui ont été faites, la CGI, la BEST, des mesures d'impulsivité et de fonctionnement cognitif, donc la BIS, une tâche de stop signal pour mesurer l'impulsivité, le test du Wisconsin et l'Iowa Gambling Test qui permet donc de mesurer la prise de risque. Également 2 échelles pour mesurer les changements au niveau de la dépression et au niveau de l'anxiété. Donc, premier résultat sur la CGI, comme vous pouvez le voir ici. Donc, après 3 semaines de traitement, vous avez en gris ici le groupe placebo et le groupe actif. Et comme on peut le voir, donc, on a bien une diminution significative pour le groupe actif. Et pour les autres résultats, on a une réduction de la BEST, une réduction de l'échelle de dépression et de l'échelle d'anxiété, et également de meilleures performances au niveau de l'Iowa Gambling Task, donc amélioration également des performances cognitives, uniquement pour le groupe actif lorsqu'on compare au groupe placebo. Dernière étude ici, qui est une étude avec un crossover, donc en crossover, 16 patients pour 8 patients. Donc ils ont d'abord reçu la condition active, puis la condition sham, et pour 8 autres patients, la condition inverse, donc d'abord le sham et ensuite l'actif. La cible est toujours ce cortex préfrontal dorso-médian. On vient stimuler, c'est un petit peu décalé, on vient stimuler à gauche, en haute fréquence, pour réactiver ce cortex. Et on a 15 sessions. La petite différence, c'est qu'ils avaient ici 2 sessions par jour. Donc voici les résultats. Leur mesure principale, c'était ici la dépression. Donc c'était vraiment leur objectif principal, de venir réduire la sévérité de la dépression. Ils ont également regardé une échelle globale, donc la Zanarini Rating Scale, et également regarder si on pouvait améliorer l'impulsivité avec, pour mesure, l'échelle de la BIS. Donc voici le résultat. Vous avez ici en bleu le groupe qui a d'abord eu la stimulation placebo, puis la stimulation active, et en rouge le pattern opposé, donc d'abord la stimulation active et ensuite la stimulation sham. Donc si on regarde justement ce groupe en rouge, on voit bien que le score de l'échelle de dépression diminue. Puis une fois qu'il passe dans le bloc 2, donc en condition placebo, on voit que le score se maintient. À l'inverse, pour le groupe ici en bleu, donc qui a d'abord reçu la stimulation sham, on a une légère amélioration, mais qui n'est pas aussi importante que le groupe actif. Et par contre, quand il passe dans l'autre groupe, on a bien une amélioration des symptômes dépressifs et les 2 groupes finissent de manière similaire. Donc on a bien ici un effet crossover qui démontre une amélioration des résultats pour la condition active en comparaison à la condition placebo. Ce qui était intéressant dans cette étude et qui manque vraiment dans les études précédentes, c'est un suivi. Donc ici, on a un suivi 1 mois post-traitement. Donc les patients sont revus 1 mois après la fin de la dernière session de stimulation.
Et ils obtiennent quand même un résultat encourageant avec 10 patients sur 16 qui sont répondeurs. Donc répondeurs, hein, c'est une réduction de 50% sur l'échelle de la HAM de la dépression. Et également 6 patients sur 16 qui sont en rémission, donc c'est-à-dire un score inférieur ou égal à 7 pour cette même échelle. Donc voilà, on voit quand même des effets encourageants et qui se maintiennent 1 mois après la fin du traitement. Alors juste pour résumer un petit peu les résultats ici obtenus pour la RTMS, donc on l'a vu, on est capable de venir jouer sur cette dimension de l'impulsivité. On a vu qu'on avait des résultats au niveau du score de la BIS et aussi au niveau de l'amélioration des performances à l'Iowa Gambling Task. On a vu aussi qu'on était capable de venir améliorer les perturbations cognitives, avec notamment une amélioration observée au test de la Tour de Londres, hein, donc capacité de planification. On manque encore d'évidence pour d'autres fonctions cognitives, en tout cas au niveau exécutif par exemple. Hein, c'est assez limité pour ces études-là. Et on a vu aussi qu'on était capable de jouer sur ces aspects de dysrégulation émotionnelle et notamment au niveau de la comorbidité dépressive associée, ce qui a surtout été ciblé en fait dans ces études. Rien ici sur l'amélioration possible de l'instabilité dans les relations interpersonnelles pour le moment. Donc bien sûr, hein, vous vous en doutez, on est vraiment sur, c'est ce que je vous ai dit, sur un nombre d'études qui est très limité. Avec à chaque fois un nombre de patients faible. Hein. À chaque fois, on a 30 patients au total, 15 patients par groupe, c'est très limité. Au niveau des paramètres de stimulation, c'est relativement hétérogène. Hein. On a parfois de la haute fréquence, parfois de la basse fréquence, parfois en cible à gauche, parfois en cible à droite. Même le nombre total de stimulation n'est pas le même. Donc c'est aussi pour ça, hein, je pense qu'on n'a pas de méta-analyse ici. Hein. C'est qu'on ne peut pas pouler des études qui sont si hétérogènes. Il y a une étude, je crois, qui utilise la neuronavigation. Pour les autres études, ce n'est pas le cas. Donc la neuronavigation, hein, c'est qu'on prend l'IRM anatomique du patient et on est capable en temps réel de venir cibler, donc en replaçant en fait, la tête du patient dans l'espace avec son IRM. On a des petits capteurs sur la bobine et sur la tête du patient et on voit exactement où on est placé. Donc là, ce n'est pas le cas. Hein, donc probablement que c'est des mesures anatomiques où on vient placer la bobine de stimulation de manière relativement imprécise, même si on reste quand même focal avec cette technique, mais en tout cas, on a besoin de neuronavigation pour être sûr qu'on cible exactement la zone qui nous intéresse et de manière personnalisée. Donc au niveau des perspectives, maintenant, ce qui est utilisé dans la littérature, c'est un ciblage en IRMF. Donc ce qu'on fait, c'est que les patients passent une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc on peut leur proposer une tâche qui nous intéresse en fonction du domaine qu'on veut cibler. Et on va prendre le pic d'activité au niveau des coordonnées en fonction de la tâche qu'on fait faire justement. Et c'est cette région-là qu'on va venir cibler par la suite. Donc on est beaucoup plus précis et personnalisé aussi en fonction du patient et en fonction du domaine qu'on souhaite cibler. Et puis bien sûr, autre grande limite dans toutes ces études dont je vous ai parlé, c'est les cibles. Il n'y a bien sûr pas que le cortex préfrontal, dorsolatéral et dorsomédial qui sont impactés dans le trouble de la personnalité borderline. Donc on peut penser que dans le futur, on va avoir d'autres études qui permettent de cibler d'autres régions du cerveau qui sont impactées dans cette pathologie-là. Donc c'est en fait, hein, encore une fois, pourquoi cette cible-là? Parce que c'est la cible principale utilisée dans la dépression. Donc je pense que pour les premières études, on fait ce qu'on sait faire, on fait ce qui fonctionne dans d'autres pathologies. Donc voilà. Voilà pour les études en RTMS. On va passer maintenant aux études en TDCS. Elles sont parfois un tout petit peu plus spécifiques aux troubles de la personnalité borderline. Donc il y a 4 études en tout. Première étude avec des patients borderline et des sujets contrôle. Vous allez voir, en fait, il y a 2 expérimentations dans cette étude. On vient cibler toujours le DLPFC à droite avec l'anode. Hein, donc l'anode, elle a une polarité positive. On vient activer ce cortex préfrontal dorsolatéral. Et ici, il y avait une seule session. Hein, donc c'est vraiment une étude pilote, on va dire, pour voir ce qui se passe après une seule session de stimulation. Avant ça, ils ont essayé de comparer les performances à une tâche de mémoire de travail différée, avec une période de distraction, avec présentation d'images neutres ou négatives. Donc en fait, ils présentent aux patients et aux sujets contrôle une série de lettres. On leur demande de retenir ces lettres. Ensuite, il y a une période de distraction pendant laquelle on présente aux patients, aux participants, des images à connotation positive ou négative, ou neutre.
pardon, c'est que neutre ou négative. Et ensuite, on représente des lettres et on demande aux patients est-ce que la lettre que je vous présente faisait partie des lettres qu'on a vues juste avant, et ils doivent répondre le plus vite possible, oui ou non. Donc on mesure la performance et le temps de réaction pour chacune des lettres qui est présentée. Et on regarde la performance en fonction de la nature de l'image qui était présentée pendant donc, le distracteur, s'il était neutre ou négatif. Donc vous avez ici les performances, à gauche pour les patients avec un trouble de la personnalité borderline, à droite pour les sujets contrôle. Donc c'est un score de différence sur les temps de réaction entre le temps de réaction lorsque on avait les images négatives et lorsqu'on avait les images neutres. Donc comme on le voit, on a vraiment un effet d'interférence par les stimuli négatifs beaucoup plus important chez les patients que chez les sujets contrôle. Donc ils sont plus perturbés lorsqu'ils vont faire cette tâche de mémoire de travail lorsqu'on leur présente des images négatives. Et donc l'intérêt de cette étude, c'était de voir finalement si, en refaisant exactement la même tâche, si on vient activer avec ma stimulation transcrânienne à courant continu mon cortex préfrontal dorsolatéral droit qui est hypoactif, est-ce qu'on est capable de réduire ce biais d'interférence négative ? Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette étude, donc essayer d'améliorer le fonctionnement cognitif et en particulier les fonctions exécutives. Voici les résultats. Donc il y a un groupe en rouge qui avait la stimulation, c'est tout petit, mais c'est la stimulation placebo, peu importe, les deux ne diffèrent pas, et en bleu la condition active. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné dans cette étude. Donc le fait de venir réactiver mon cortex préfrontal pendant que je fais cette tâche ne permet pas d'améliorer les performances. Donc pas d'effet de la stimulation, mais encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on est sur une seule session de stimulation. Peut-être qu'en répétant beaucoup plus de stimulation pour renforcer l'effet qu'on souhaite induire, on aurait eu un résultat. En tout cas, une seule stimulation, ici, ça ne fonctionne pas. Une autre étude ici, avec cette fois-ci 30 patients, 15 patients en groupe actif, 15 patients dans le groupe placebo, anode à droite et référence à gauche, donc cathode à gauche. 15 sessions cette fois-ci, donc on est sur un essai clinique. Et les auteurs ici ont essayé de voir quelle était l'amélioration de la symptomatologie clinique. Donc ils ont regardé l'irritabilité, la dépression, l'anxiété et l'impulsivité dans cette étude. Donc, premier résultat concernant l'anxiété. Donc, les pointillés ici, c'est le groupe placebo et en trait plein ici, c'est le groupe actif. Donc, sur l'échelle IDEA, donc, qui permet de mesurer l'anxiété. Différence significative, on est capable de venir réduire l'anxiété chez ces patients en utilisant une TDCS avec une anode à droite. Également, diminution significative quand on compare les deux groupes au niveau de la BDI, donc amélioration de la symptomatologie dépressive. Et au niveau de l'impulsivité, donc vous avez ici les résultats de la BIS et également un questionnaire qui permet de mesurer entre autres l'agressivité. Là aussi, on a une diminution dans les deux groupes, mais la diminution est plus marquée dans le groupe actif, donc la différence était significative. Donc on est capable d'améliorer dépression, anxiété et impulsivité dans cette étude-là. Autre étude ici, donc toujours pareil, on est toujours en TDCS. On a cette fois-ci l'anode, donc polarité positive qui est à gauche, et la cathode à droite. Donc c'est une image ici de l'article. Et vous avez ici modélisé les champs de courant. Donc en fait, ça permet de voir exactement, on modélise en fonction de l'IRM du patient et des paramètres de stimulation qu'on utilise. Quelles sont les zones qui sont activées. Donc là, on voit bien les deux cortex préfrontaux qui sont activés dans cette étude-là. Et ici, on est vraiment sur une étude de la symptomatologie spécifique aux troubles de la personnalité borderline. Donc, ils se sont intéressés à voir si on était capable d'améliorer le fonctionnement cognitif, et en particulier les fonctions exécutives, avec un questionnaire, donc l'Executive Skills Questionnaire for Adults. Donc, c'est un questionnaire qui, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très large, qui mesure un ensemble de fonctions exécutives. Ici, ils ont poolé l'ensemble des sous-sections de ce questionnaire. Et on a bien un effet significatif uniquement pour le groupe actif, donc une amélioration des capacités exécutives, des fonctions exécutives.
différence qui n'est pas significative dans le groupe placebo. Donc c'est tout petit, hein, vous n'allez pas voir ici, mais en fait, vraiment presque l'intégralité des sous-fonctions exécutives qui ont été testées dans ce questionnaire étaient améliorées pour le groupe actif, alors que pour le groupe placebo, il n'y a aucune amélioration. Donc plutôt encourageant, en tout cas ici, pour le fonctionnement cognitif. Dans cette même étude, ils ont également regardé les capacités de régulation et le traitement, régulation émotionnelle et traitement émotionnel, avec notamment un questionnaire qui est le Emotional Processing Scale. Même chose ici, hein, donc il y a plein de sous-items, mais en poulant l'entièreté de ces items, on voit une différence significative uniquement pour le groupe actif, pour la régulation émotionnelle. Et pareil pour ce questionnaire du traitement émotionnel, différence significative, amélioration uniquement pour le groupe actif, pas d'amélioration pour le groupe placebo. Donc une étude encourageante à la fois pour les fonctions exécutives et pour les altérations de la régulation émotionnelle. Oui, donc juste une petite limite à cette étude, hein, on est seulement sur des questionnaires, on n'a pas de tests neuropsychologiques, on n'a pas d'autres mesures un peu plus objectives ici pour mesurer le fonctionnement cognitif des patients. Une autre étude ici qui est très semblable à celle que je vous ai présentée au tout début pour la stimulation transcrânienne à courant continu. Donc en fait, ils ont utilisé la même tâche de mémoire de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, on présente des lettres. Ensuite, on a un distracteur. Donc ce sont des images positives, soit neutres, soit négatives, des images émotionnelles, pardon. Et on présente une lettre et on doit répondre le plus rapidement possible si cette lettre était présente dans ce qu'on venait de voir juste avant. Donc on teste les capacités de mémoire de travail différées. Et ici, exactement comme tout à l'heure, hein, ils ont stimulé pendant que les patients réalisaient la tâche. On est aussi sur une seule session, c'est une étude pilote, vraiment pour voir ce qu'on est capable de faire avec une seule session. Par contre, ici, ils ont obtenu un résultat significatif. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Ici, ça fonctionne. On est capable de réduire ce biais, cette interférence liée à la présentation d'images négatives. Donc, avec une différence entre le groupe actif et le groupe placebo. La seule différence entre cette étude et celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est le côté qui est stimulé. Hein. Donc tout à l'heure, on avait la node au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral droit. Et visiblement, quand on stimule à gauche, ça fonctionne. Donc c'est intéressant de voir qu'en fonction de la latéralité du positionnement des électrodes, du cortex qu'on vient cibler, on a une différence dans les résultats qu'on obtient. Alors, pour résumer cette partie-là, on a vu qu'on était capable d'améliorer l'impulsivité hein, avec une réduction du score obtenu à l'échelle BIS. On a vu aussi qu'on était capable d'améliorer la dysrégulation émotionnelle et l'instabilité affective, donc avec notamment une réduction des scores obtenus à la BDI et à l'IDEA. On a vu avec plusieurs études qu'on était capable aussi d'améliorer les fonctions exécutives avec une réduction au score du questionnaire ESQ et également une réduction de l'effet d'interférence et de la mémoire de travail différée. Hein, ça, c'est la dernière étude que je viens de vous montrer. Encore une fois, on n'a aucune étude sur la dimension instabilité des relations interpersonnelles. Donc, quelques perspectives de recherche à la fois fondamentales et aussi cliniques. Je vous en ai vaguement parlé, mais peut-être que maintenant, la prochaine étape, c'est d'essayer d'avoir des marqueurs objectifs des changements induits à la fois par la TDCS et par la RTMS. Donc, par exemple, essayer de voir, c'est ce que j'ai dû vous mettre ici, en neuroimagerie. On ne sait pas hein, exactement si on module bien les réseaux cérébraux dysfonctionnels comme l'hypothèse qu'on fait, hein, mais finalement, on ne le vérifie pas. Donc, peut-être que ça serait intéressant de mesurer chez les patients en IRM fonctionnel comment fonctionne un réseau ou dysfonctionne un réseau et de voir si, après un certain nombre de stimulations, on est capable de rétablir l'activité au sein d'un réseau et si finalement ce qu'on peut observer au niveau neuroanatomique a des conséquences au niveau comportemental. Donc oui, on améliore certains scores à certaines échelles, à des performances également, à des tâches cognitives, mais est-ce qu'on améliore bien ce qui se passe dans un réseau cérébral qui est dysfonctionnel ?
Également, peut-être essayer de développer des tests neuropsycho ou en tout cas de tester un plus large panel de fonctions exécutives, de fonctions cognitives. Hein. On voit que c'est relativement limité pour le moment. Donc, par exemple, je vais vous en parler juste après. Nous, on fait une étude pour essayer de capturer l'impulsivité. On le sait, hein, les patients, ils reportent cette impulsivité. Ça, c'est en clinique, c'est facile à comprendre, mais à quantifier vraiment en contexte de recherche, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, le stop signal, qui est la tâche très connue hein, pour l'impulsivité motrice. Les études, on est en train de faire une méta-analyse là-dessus, mais les études montrent que peut-être que cette tâche-là n'est pas très sensible chez les patients avec un trouble de la personnalité borderline. Il apparaît que leur capacité finalement à compléter un stop signal n'est pas si différente que des sujets contrôle. Donc ça nécessite vraiment de développer des outils qui permettent de capter si on induit des effets significatifs avec les différentes techniques de neuromodulation. Donc là, on est en train, je vous ai mis une petite image, de tester un stop signal en version gamified. Donc c'est simplement à la place d'avoir du rouge et du vert qui apparaît, on clique vite quand c'est vert, on clique pas quand c'est rouge, donc c'est pas très motivant pour les patients. Ici, en fait, on a un petit personnage qui se promène dans une forêt et il doit tourner à gauche ou à droite dans la forêt et c'est une petite fée qui indique s'il doit s'arrêter ou pas. Donc en fait, on a toute une histoire et on essaye de voir si pour les patients, ils sont un petit peu plus impliqués dans la tâche, ils sont plus motivés à faire cette tâche et on espère que on arrivera mieux à la fois à quantifier l'impulsivité et surtout à voir si on a des changements induits par la neuromodulation. En parlant d'impulsivité, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais on travaille aussi avec une équipe qui travaille sur l'olfaction. Et en fait, on sait que chez les patients avec un trouble de la personnalité borderline, on a des altérations au niveau du cortex orbitofrontal. Donc ce cortex orbitofrontal, il est impliqué dans l'impulsivité et aussi dans les capacités olfactives. Et en fait, on vient de terminer une étude là qui montre que finalement, les patients qui sont les plus impulsifs, comme on le mesure avec le stop signal, sont aussi des patients qui ont le plus de difficultés de discrimination d'odeur. Donc peut-être que c'est une piste aussi pour quantifier certaines altérations. Donc en fait, c'est très simple, hein, la discrimination olfactive, on a 3 flacons, 2 flacons qui sentent la même odeur et un flacon qui sent une odeur différente. Ils doivent juste identifier quel est le flacon qui diffère des 2 autres. Et vraiment, la corrélation, c'est une corrélation, pardon, c'est pas causalité, mais ça marche bien. Visiblement, il y a des liens entre impulsivité et capacité de discrimination olfactive. Donc on est en train de voir, pareil aussi, si avec la neuromodulation, on améliore à la fois l'impulsivité et aussi ses capacités de discrimination olfactive. Et également, dernier point, donc quelque chose dont je vous ai déjà parlé, hein, probablement que le futur de cette thématique ici, c'est d'aller voir d'autres cibles, de venir essayer d'améliorer d'autres zones corticales dysfonctionnelles dans le cadre du trouble de la personnalité borderline. En particulier, une zone qui revient dans la littérature, qui n'a jamais été testée, c'est le cortex orbitofrontal dont je viens de vous parler, hein, qui est une zone qu'on peut cibler, qui est ciblée dans d'autres pathologies, et qui est une région clé dans la régulation émotionnelle, dans la prise de décision, qui sont impactées dans cette pathologie-là. Donc probablement que ça va venir, qu'il y aura des études qui viendront cibler cette région-là. Donc, je ne vous ai pas présenté les études de cas, mais c'est pareil, hein, c'est presque toujours le DLPFC. Il y a une étude où c'est le cervelet, donc on est sur quelque chose de différent. Et il regarde aussi les fonctions exécutives, donc ça fait du sens. Mais bon, c'est chez un seul patient, donc ça reste très, très préliminaire. Et puis oui, peut-être juste dernier point, on essaye d'être de plus en plus focal en fonction des techniques qu'on utilise et de plus en plus d'études, pas encore dans le trouble de la personnalité borderline, mais dans d'autres pathologies psychiatriques, utilisent cette nouvelle technique de stimulation. Donc, à haute définition, on est vraiment capable d'être très précis sur la zone que l'on souhaite cibler. Voilà pour cette revue finalement exhaustive de ce qui se fait dans la littérature. C'est rare de pouvoir le faire, mais il y a tellement peu d'études finalement que... Pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous présenter une étude qu'on est en train de mener au centre hospitalier du Vinatier. Donc, c'est une étude qui s'appelle Impulse. Donc ça, ce sont les dernières lignes de la revue systématique dont je viens de vous présenter les principaux résultats. Donc en fait, il suggère finalement d'aller un petit peu explorer d'autres régions clés dysfonctionnelles dans le trouble de la personnalité borderline, et notamment des régions impliquées dans l'impulsivité et dans la composante motrice de l'impulsivité.
donc en particulier le gyrus frontal inférieur droit et l'aire antérieure à l'aire motrice supplémentaire, qui sont vraiment deux régions clés qui participent à l'inhibition de nos réponses motrices et donc à l'impulsivité motrice. Et de tester si on est capable d'améliorer cette impulsivité motrice en ciblant ces régions-là avec des tâches de go-no-go ou de stop signal affectif. C'est un tout petit peu plus sensible chez ces patients-là. Donc nous, on a pris ça au pied de la lettre et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Avec un protocole, une technique de stimulation qui est un petit peu différente de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est une technique qui est très récente, qui n'a pas été utilisée encore en contexte de psychiatrie. Donc ça s'appelle la stimulation cortico-corticale associative Perret. On va voir juste après ce que c'est, qui vient cibler donc ce gyrus frontal inférieur et l'après-SMA pour réduire l'impulsivité motrice chez les patients avec un trouble de la personnalité borderline. Donc c'est une étude qui fait partie de la thèse de Madame Nadine Barakat et que je co-encadre avec le professeur Emmanuel Poulet. Donc cette technique, elle vient encore une autre technique de stimulation dont je ne vous ai pas parlé. C'est une technique qui s'appelle la stimulation associative Perret, donc c'est assez ancien. Mais dans cette technique, on stimule les nerfs en périphérie, donc le nerf médian ici, et en même temps, on stimule le cortex. Et en fait, quand on a un intervalle très précis entre cette stimulation périphérique électrique et cette stimulation cérébrale magnétique, en fait, on va avoir une collision entre le stimulus qui remonte ici et le stimulus qui descend là. Et en répétant ces paires de stimulation, on va venir induire de la plasticité au niveau de cette voie cortico-spinale. Donc ça part d'ici, et en fait, nous, ce qu'on fait, on utilise exactement la même chose, mais en cortico-cortical. Donc en fait, on utilise tout simplement deux bobines de stimulation en même temps qui viennent stimuler deux aires corticales. Et l'idée, c'est qu'en répétant ces paires de stimulation, d'abord sur une première région, donc ici notre région A qui sera le gyrus frontal inférieur, et la région B, donc la pré-SMA, avec un intervalle qui est physiologique, donc c'est-à-dire c'est l'intervalle qui permet d'avoir une communication entre nos deux aires, on est capable de renforcer la connectivité qui est altérée dans la pathologie qui nous intéresse ici, le trouble de la personnalité borderline, pour justement renforcer la connectivité et améliorer le comportement qui est sous-tendu par ces aires-là. Donc, je vous ai mis ici une image de ce protocole. Donc, on a besoin de deux très petites bobines de stimulation. C'est ça qui faisait qu'on ne pouvait pas le faire auparavant. On avait des bobines de stimulation qui ne permettaient pas de stimuler en intra-hémisphérique. Maintenant, on est capable de le faire. Et donc, on vient renforcer la connectivité entre cette aire prémotrice supplémentaire, pré-SMA, et le gyrus frontal inférieur. Donc, ces deux régions sont connectées. Ça passe ensuite au niveau du noyau sous-thalamique et ça repart vers le cortex moteur. C'est ça qui permet de retenir nos actions motrices et c'est ça qui est probablement altéré dans le trouble de la personnalité borderline et qui contribuerait en partie à l'impulsivité. Donc, on voit ici la connexion directe corticale entre ces deux aires et indirecte, ça passe par le noyau sous-thalamique. Donc c'est une étude pilote qui est vraiment juste pour voir si c'est faisable, si c'est bien toléré par les patients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose une tâche de stop signal émotionnel. Émotionnel, c'est simplement qu'on rajoute des visages qui expriment des émotions négatives avec un cadre de couleur. Quand le cadre est bleu, le patient clique le plus rapidement possible. Dès qu'il devient rouge, il doit s'empêcher de cliquer. Donc on a une mesure de l'impulsivité motrice. On a deux groupes dans cette étude. Un premier groupe actif, donc où on utilise un intervalle entre les deux stimulations de 4 millisecondes. Ça, c'est un intervalle physiologique. On sait que c'est ce délai-là qui permet d'avoir une connectivité entre nos deux régions. Et on a un groupe contrôle. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a un intervalle qui est non physiologique. Donc, 100 millisecondes, probablement qu'on active une aire, on active une autre. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de renforcer la connectivité. Donc, c'est quand même une bonne condition contrôle. Ce n'est pas vraiment un placebo, c'est une condition contrôle active. Et donc, on répète la tâche de stop signal juste après. Donc voilà, c'est une étude vraiment, une première étude, voir si ça fonctionne pour ensuite éventuellement faire un essai clinique et voir des dimensions un peu plus cliniques de l'impulsivité. Donc, je ne peux pas vous présenter les résultats, c'est toujours en cours, on a 24 patients sur 40, mais en tout cas pour l'instant, cette nouvelle technique de stimulation associative Perret cortico-corticale, elle est bien tolérée en session unique chez les patients. Donc pour aller plus loin, je parle vite, mais bon, j'espère que je ne vais pas trop vite justement.
peut-être que le futur de cette thématique-là, c'est vraiment la combinaison entre les techniques de neuromodulation et la psychothérapie, et puis bien sûr les traitements pharmacologiques, hein, le tout combiné. Je vous parle ici de neuromodulation et de psychothérapie parce que c'est un champ qui est à la mode, qui est en train vraiment de popper, comme on dit dans la littérature, pour différentes pathologies psychiatriques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un excellent article de Tati et collaborateurs qui est sorti en 2022. Donc c'est un article où justement, c'est une revue où ils expliquent et ils reportent quelles sont les régions cérébrales, corticales, sous-corticales qui sont activées lorsqu'on fait différents types de psychothérapie, avec les différentes ici sous-fonctions, notamment exécutives, qui sont mises en jeu pendant différentes psychothérapies. Et en fait, on voit bien que certaines de ces régions-là sont exactement les mêmes régions que celles qu'on vient cibler avec nos techniques de neuromodulation. Donc en fait, l'idée, ça serait d'avoir un effet synergique. On vient activer le réseau, on vient activer aussi avec la neurostimulation et aussi grâce aux psychothérapies. Et en fait, on essaye d'avoir une potentialisation des effets grâce à la combinaison de ces deux approches. Donc dans cette étude-là, ils répertorient finalement plusieurs régions clés dans différentes pathologies psychiatriques. Donc ici, on n'a pas de troubles de la personnalité borderline parce que justement, c'est encore trop récent. Mais en tout cas, on a des régions qui nous intéressent. Donc par exemple, l'aire motrice supplémentaire, on en a parlé. On a également l'amygdale qui est un peu plus difficile à cibler avec des stimulations cérébrales non invasives parce qu'on est limité aux régions corticales. Le cortex singulaire antérieur, enfin vraiment plusieurs régions qui sont impactées dans le trouble de la personnalité borderline, qui sont également mises en jeu dans des grandes fonctions exécutives ici. Et donc, encore une fois, ça renforce cette idée de combiner à la fois plusieurs approches, neuromodulation et psychothérapie. Donc, bien sûr, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on combine ces différentes approches. Donc, il y a plusieurs possibilités. Peut-être faire un effet de priming, donc c'est-à-dire on vient activer le cerveau avec la neuromodulation pour mettre le réseau dans un état particulier, pour ensuite, par exemple, faire la psychothérapie. Peut-être aussi plutôt combiner les deux en temps réel, donc un effet synergique, c'est comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire par exemple avoir une stimulation par TDCS pendant qu'on fait la psychothérapie. Et puis peut-être également venir consolider ce qu'on a mis en place pendant la psychothérapie. Donc faire la psychothérapie et venir stimuler le réseau pour renforcer, pour consolider les phénomènes de plasticité qui se mettent en place et puis la modification de différents schémas. Donc voilà, il propose ça comme ça. Il propose également par exemple de venir stimuler pendant le sommeil, encore une fois pour consolider tout ce qui a été mis en jeu pendant la psychothérapie, et puis peut-être de le faire après, puis de le refaire avant. Enfin, c'est des combinaisons un petit peu illimitées comme ça qui sont proposées et qui sont en train d'être mises en place. Et donc finalement, en fait, en préparant cette présentation, je suis tombée sur c'est un résumé d'un congrès qui a été publié, qui date de 2024, où visiblement c'est en train d'être mis en place. Donc faisabilité d'une approche combinée de neuromodulation et de remédiation cognitive pour des patients avec un trouble de la personnalité borderline. Donc visiblement c'est en cours. Et il se trouve que c'est fait par le professeur Lionel Cailleul, qui est un psychiatre à Montréal et qui est en ce moment en année sabbatique dans mon équipe. Donc voilà, la discussion ne s'est pas encore bien faite visiblement. Mais voilà, donc, pour dire qu'on a les mêmes idées, c'est déjà encourageant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Puis j'en profite pour faire un petit peu de publicité. On organise une journée de recherche à Lyon le 6 juin prochain sur l'innovation thérapeutique dans la prise en charge du trouble de la personnalité borderline. Donc à la fois des cliniciens et des chercheurs. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur Internet. Voilà, merci beaucoup et puis je vous écoute pour les questions.